Bonjour, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada. Voici la présentation pour la semaine du 8 août 2016. Bonjour à nos amis en Haïti, au Canada, en France et dans les autres pays francophones. Donc aujourd'hui, nous allons faire un retour sur une présentation qui a eu lieu vendredi dernier. Une présentation faite par l'équipe du mouvement Larouche aux États-Unis, incluant Madame Helga Zepp-Larouche, qui est la dirigeante de l'Institut Schiller et du mouvement du parti politique Buzo en Allemagne. Donc, Madame Helga Zepp-Larouche qui revient d'un voyage très important en Chine où le G20, donc le prochain meeting du G20 aura lieu début septembre en Chine. Et Madame Zepp-Larouche était à un événement qui se voulait un événement afin de créer une meilleure opportunité à ce que le G20 discute d'enjeux sérieux durant le début du mois de septembre. Donc, un événement organisé par plusieurs universités qui a été surnommé le T20. Donc, T pour le verbe en anglais to think, donc le verbe penser. Donc, on veut que ces 20 pays-là, incluant la Chine, incluant le Canada, incluant beaucoup de pays, dont sûrement les nations les plus fortes au monde, donc tout le monde était présent à cette conférence du T20 et Madame Larouche était une des principales panélistes durant cet événement-là. Donc, Madame Larouche a donné un rapport de ce voyage qu'elle a fait en Chine. Mais tout d'abord, peut-être quelques nouvelles simplement pour donner un peu un arrière-plan de ce qui se passe au niveau international. On a du côté de la guerre, bien on a maintenant Obama qui lance une deuxième fois une guerre illégale en Libye, toujours sans l'autorisation du Congrès ou sans mandat de l'ONU. Donc on dit évidemment qu'on cherche à attaquer État islamique dans cette région-là, mais il faut le dire tout d'abord que avant les guerres irrégulières d'Obama dans le Proche-Orient, État islamique n'était pas un problème en Libye. Donc c'est en fait la cause de ce conflit civil en Libye et dans les autres pays comme la Syrie. En fait, sont causés, la cause de ces événements-là est la politique américaine et britannique de géopolitique dans cette région-là, visant l'encerclement de la Russie ainsi que la Chine. Donc, ça c'est un des premiers événements. L'autre événement, évidemment, c'est la situation dans la ville de Aleppo en Syrie. Alors que les Russes et les Syriens sont en train de se positionner pour frapper Aleppo et vraiment frapper le groupe Al-Jabhat al-Nusra de manière très forte pour s'en débarrasser et ainsi créer les conditions pour peut-être finalement arrêter ce conflit des terroristes contre la Syrie qui se déroule maintenant là, depuis environ 2 années. Donc l'idée est évidemment de créer des conditions afin qu'on puisse se débarrasser des terroristes, protéger la population, etc. Et de ce côté-là, en fait, les États-Unis, avec aussi le représentant des États-Unis à l'ONU, ont décidé au contraire d'attaquer la Russie en disant que la Russie en fait n'était là que pour en fait augmenter le pouvoir de Bachar al-Assad en Syrie et qu'en fait les Syriens, et ça c'est ce que en fait les États-Unis disent, il faudrait que les Syriens, plutôt que de quitter la région, qui est une région en guerre, devraient plutôt s'allier avec les supposés rebelles, qui en fait sont environ en grande majorité, plus de 90% sont des terroristes. Donc on veut que ces gens, la population se joigne à ces terroristes-là. Évidemment, c'est une idée complètement ridicule et c'est une idée qui démontre en fait la véritable intention derrière la politique américaine et britannique, il faut le dire, derrière la situation là, au Proche-Orient. Et comme on l'a vu récemment avec la publication des 28 pages sur le rôle de l'Arabie Saoudite durant les événements du 11 septembre 2001, on se rend compte vraiment que cette guerre est complètement inutile
et que en fait les guerres depuis le 11 septembre, toutes ces guerres-là ont été inutiles. Ils sont là pour augmenter le chaos dans la région du Proche-Orient, dans la région entourant la Russie dans son entièreté. Et en fait, si on veut vraiment arrêter les guerres sempiternelles et qu'on veut arrêter le terrorisme, il faut avoir une politique sérieuse visant à bloquer le financement et l'appui de néo-terroristes par l'Arabie saoudite. Et ce, depuis déjà très longtemps. Aussi, du côté de l'économie, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de reconnaissance que la proposition faite par Lyndon LaRouche il y a de ça quelques années de retourner à une politique Glass-Steagall, donc une politique de séparation bancaire entre les banques commerciales et les banques d'investissement, c'est une politique qui est de plus en plus appuyée par de plus en plus d'économistes. On a vu récemment en Allemagne, par exemple, ou en Italie, et aussi aux États-Unis. Il faut rappeler que la politique Glass-Steagall figure sur les deux plateformes des partis politiques américains, donc le Parti républicain et le Parti démocrate. Cependant, les deux candidats, Trump et Clinton, sont contre cette politique, mais ce qui démontre en fait une bataille au sein des États-Unis à ce niveau-là. Donc, de plus en plus, justement, on a des gens qui reconnaissent que le système financier est fichu, il faut s'en débarrasser et qu'il n'y a pas de solution à ce jeu spéculatif. Donc, il faut complètement changer le système, il faut nettoyer le système financier, ce qui veut dire annuler la plupart des supposés actifs, des actifs en fait qui sont spéculatifs et des dettes qui sont impayables, des dettes on parle de plus de 2000 milliards de dollars. Pardon, on parle de plus de 2 millions de milliards de dollars. En anglais, on dit des quadrillions. Donc, beaucoup de zéros et évidemment une dette qui est tout simplement impayable. Quand on regarde Hillary Clinton, il faut le dire tout de suite, Clinton est un pantin de Barack Obama. Elle est là pour poursuivre la guerre enclenchée par l'administration Bush et l'administration Obama. Et il nous faut en fait toute une nouvelle réorganisation autour d'idées positives, des idées de développement économique, des idées de collaboration entre nations, plutôt que le chaos qu'on nous sert depuis, en fait, non seulement depuis le 11 septembre, du point de vue des guerres autour de la Russie, mais aussi bien avant ça avec la crise économique, l'austérité qui tue, et toutes ces politiques de sauvetage de banques qui, en fait, quand on parle de sauvetage de banques aujourd'hui, on parle en fait de réduire la population mondiale dans un but très impérial, de garder le contrôle sur les nations et en fait ramener les nations à une époque où justement elles n'existaient pas et ainsi se débarrasser du concept de bien commun et de retourner à un concept complètement à 100% impérial. Donc, Mme LaRouche commentait sur son voyage en Chine où elle a participé à cette conférence du T20, donc le Think 20, qui a eu lieu à la fin du mois de juillet. Et donc, dans son discours, Mme LaRouche a parlé en fait du fait que le G20 représentait la combinaison de nations la plus puissante de la planète et que le forum qui va se dérouler bientôt, donc le début septembre, est en fait un forum durant lequel on risque d'avoir en fait la chance de relever des défis existentiels auxquels la civilisation mondiale fait face. Donc, on demande en fait au monde, et c'est ce que Mme LaRouche disait, on demande au monde entier de prendre en main ce nouveau paradigme et de créer les fondations pour le développement des 100 prochaines années de l'espèce humaine et bien au-delà. Et Mme LaRouche, évidemment, a parlé de cette politique de la Chine, la nouvelle route de la soie, qui est une expression de cette vision à long terme et de ce nouveau paradigme. Aussi, Mme LaRouche a parlé de plusieurs projets, des projets d'infrastructure, des projets de sciences, qui pourront avoir un impact optimal sur le développement de la population et le développement des pouvoirs cognitifs.
de cette population, de tous les pays qui s'impliquent avec cette politique de la nouvelle route de la soie, afin de faciliter justement la meilleure augmentation de la productivité à l'échelle mondiale. Donc on parle de projets très intenses en termes de développement, par exemple, au niveau de l'espace et au niveau du développement de la fusion thermonucléaire, qui est évidemment l'énergie de demain. Donc concernant les participants, concernant la participation de Mme Aingozep-Larouche, donc vraiment elle a donné un petit rapport sur les gens qui étaient là. Évidemment, il y avait des gens de toute l'Asie, de l'Europe, de l'Australie, beaucoup de représentants du Japon, l'Afrique du Sud, l'Inde aussi qui était présente là. Et les gens exprimaient à différents degrés une compréhension, en fait, à travers les discours qui se sont donnés, du fait que nous avons en fait une coïncidence absolue de plusieurs crises. Et qu'en fond, la Chine, c'est la nation qui en fait mène le G20, c'est la nation la plus puissante du G20 en termes de production, en termes de développement économique, et que si on veut s'accrocher à une approche positive, évidemment, il va falloir travailler avec la Chine. Et ça, c'était reconnu par la plupart des gens. Et le but de la Chine, en fait, le but qui a été exprimé durant la présentation, c'est d'amener le G20, non pas simplement dans un processus visant à résoudre les crises, mais mieux que ça, d'aller vers justement une approche, donc une structure, une structure globale pour le développement des nations et pour le développement des infrastructures, etc. Donc, on ne veut pas simplement réagir à une crise. On veut évidemment, on veut pas simplement réagir à la crise et ensuite la résoudre. Ce qu'on veut faire, c'est éliminer les crises. Donc, et c'est là où on a besoin d'une approche globale, pas une approche de gouvernement mondial, loin de là, mais une approche où les nations peuvent discuter et mettre en application des projets de développement, et parce que c'est vraiment ça dont il est question aujourd'hui. La crise économique nous amène à un point critique de l'existence de l'espèce humaine. Donc, il faut absolument attaquer ce problème-là. Donc, il faut amener le monde dans un état bien meilleur duquel il se trouve maintenant. Et plutôt que de répondre, de réagir lorsqu'il y a une crise, comme la crise de 2008, ou évidemment la crise, toutes les crises qui s'en viennent bientôt, au niveau militaire, au niveau économique, etc. Il faut aller à la source et résoudre le problème, résoudre ce qui sous-tend tous ces petits problèmes qui se produisent en fait en même temps. Donc évidemment, tout ça, selon Mme Larouche, sera difficile à accomplir tant et si longtemps que l'Europe et les États-Unis vont tenter de faire opposition à la Chine et aux nations qui se développent avec la coopération de la Chine. Et il y avait on a vu beaucoup aussi de présentations très allumées de certains des participants qui expliquaient en fait toutes ces crises sans précédent. Donc on parle de la crise évidemment de l'euro, la crise de l'euro qui ne date pas d'hier et qui a amené récemment au fameux Brexit, donc la sortie de la Grande-Bretagne de la zone européenne, qui a amené évidemment encore plus de discussions sur la nécessité de quitter ce bateau qui coule qu'on nomme la zone euro. Donc on a aussi eu beaucoup de reconnaissance comme quoi la crise financière de 2008 n'a jamais été résolue et qu'aujourd'hui on fait face à une nouvelle crise qui va être beaucoup plus forte que celle de 2008. Donc ça c'était et par la suite donc on a aussi parlé du terrorisme qui est hors de contrôle, notamment en France, en Allemagne, en Belgique. On a parlé de la crise des réfugiés, la tentative de coup d'État en Turquie, une tentative qui a échoué.
Donc, mais ce qu'il faut vraiment mettre, ça sur quoi il faut mettre l'accent selon Mme Larouche, c'est que la grande majorité des panélistes qui étaient là ont vraiment étaient vraiment choqués du fait que en fait, il est facile d'exposer un problème, il est facile de reconnaître un problème, mais il est plus difficile d'amener un diagnostic et une solution. Donc, bien qu'on ait plein de panélistes qui peuvent vous parler pendant des heures de tous les problèmes économiques et militaires qui existent dans le monde, peu sont en position d'amener une solution concrète. Et c'est là où le rôle de Mme Larouche était très, très clé. Donc, un rôle où finalement une personnalité de l'Europe, de la zone transatlantique en général, parle ouvertement et avec beaucoup de confiance et beaucoup d'activisme, donc parle de la nouvelle route de la soie et de la nécessité pour les États-Unis et l'Europe de se joindre à ce procédé-là qui peut les sortir de la crise comme on la voit maintenant. Donc évidemment, tout ça nous amène à la question, il faut en fait, qu'est-ce qui va se passer au G20? Est-ce qu'on va parler de simples petits problèmes sans résoudre, sans amener aucune solution? Est-ce qu'on va simplement tenter de sortir de là avec un petit message, une petite déclaration gentille sur laquelle tout le monde est d'accord? Ou est-ce qu'on aura vraiment l'application de véritables solutions? Et c'est là où la Chine, en fait, va jouer un rôle en fait, un rôle nécessaire, un rôle de leadership, parce que c'est la seule nation maintenant qui mène une véritable dynamique pour le développement d'elle-même, mais aussi pour les nations avoisinantes. Donc une politique qu'on appelle une politique One Road, One Belt. Donc une route, une ceinture. Donc la politique de la nouvelle route de la soie. Une politique qui vise en fait à inclure le plus de pays possible dans une politique de développement avancé. Donc on ne parle pas simplement d'infrastructures comme des ponts, des autoroutes. On parle politique de l'espace et on parle évidemment de politique, comme on disait, développement de la fusion thermonucléaire et de tout type de développement nécessaire pour l'avenir. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'espace, qui est en fait le prochain environnement du développement de l'espèce humaine. On ne se développe plus seulement en pensant à la Terre, mais il faut penser à l'environnement dans lequel se trouve la Terre, qui est le système solaire, et etc. On pousse le raisonnement, il faut étudier les galaxies, il faut étudier l'univers dans son entièreté. Donc la Chine a mis beaucoup l'accent durant différentes présentations sur en fait leur rôle dans l'économie mondiale visant justement à créer une base d'innovation pour les nations. C'est-à-dire que l'innovation, l'idée d'avoir de nouvelles technologies, de nouveaux principes physiques ou de nouveaux principes artistiques, doit être la base du développement économique. Et que tout le monde doit profiter des fruits de l'innovation. Et que c'est la seule manière d'arriver à ce qu'on appelle souvent un développement durable. Et là, on ne parle pas évidemment du concept écologiste qui vise en fait à réduire les innovations et à réduire tout développement de masse à l'échelle mondiale. Donc, quand on parle de développement durable, en général, les gens parlent de réduction de la population. On dit on a trop de gens, pas assez de ressources, on réduit. Mais là, la Chine a transformé ce concept de développement durable en disant, vous voulez que le développement dure, vous allez avoir besoin de nouvelles technologies, de nouveaux principes. Et donc, ce qui nous amène encore plus loin dans l'espace, dans le développement de l'énergie nucléaire, etc. Donc, ce terme d'innovation a maintenant un nouveau concept. Et aussi, il faut que tout le monde puisse profiter des fruits de l'innovation, comme le disait certains panélistes. Donc, évidemment, c'est la seule approche qui est vraiment profitable pour tout le monde, autant en Europe comme aux États-Unis. Donc, c'est un type qu'on pourrait appeler un type de nouveau paradigme. Donc,
ce que doivent faire les Européens maintenant, ce que doivent faire les Européens maintenant, c'est d'être capable en fait de réaliser et d'admettre l'effondrement total de la zone européenne. Et qu'est-ce qui a causé ces problèmes-là à la source, incluant par exemple cette dette immense avec laquelle les nations de l'Europe sont coincées. On a parlé récemment au mouvement Larouche du rôle de la Deutsche Bank dans l'activité spéculative en Europe et à travers le monde. Donc on a des banques énormes qui ont un tout petit actif réel, mais qui ont un actif spéculatif totalisant plusieurs milliers de milliards de dollars. Donc on a parlé récemment justement du rôle que la Deutsche Bank peut jouer, non pas dans un rôle spéculatif, mais dans un rôle visant la réorganisation bancaire et le refinancement des grands projets, un peu à l'image de ce que fait maintenant la Chine qui a aussi donné naissance à plusieurs phénomènes, à plusieurs institutions financières qui visent à amener de l'argent pour ces grands projets internationaux. Donc on a encore 4 semaines avant le sommet du G20. Évidemment, on parle de 1 mois, et 1 mois, on peut voir beaucoup de nouvelles crises, on peut voir beaucoup de nouveaux incidents. Est-ce qu'il va y avoir un nouvel incident terroriste? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle crise économique qui va frapper la zone euro? On ne sait pas, mais c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Et quand on parle de la Chine, parce que là on en parle évidemment beaucoup, et on parle aussi du rôle. Donc on parle beaucoup de la Chine, et ce qui est important de comprendre, selon Mme Larouche, c'est justement la différence d'approche entre la Chine et, par exemple, les nations de l'Europe et les nations des Amériques en général, surtout évidemment l'Amérique du Nord. Donc, que peut-on apprendre de la Chine? Et que peut-on apprendre justement de l'économie en soi? Madame Larouche dit qu'en fait l'approche chinoise est la seule approche viable visant à renverser la géopolitique. Donc cette politique qui vise en fait à comparer la planète à une espèce de jeu d'échecs sur lequel il faut contrôler, il faut diviser, et qui est en fait une politique britannique impériale à laquelle jouent les États-Unis, l'Angleterre et l'Arabie saoudite. Donc la Chine tente de créer un nouveau modèle de relation entre les nations avec la politique de la nouvelle route de la soie, et qu'on a affaire à une politique gagnant-gagnant. Donc on veut que chaque pays qui participe au processus puisse gagner au niveau économique, au niveau social, au niveau aussi de l'avenir, etc., etc. Donc, la Chine a été très ouverte. La Chine a invité tout le monde. La Chine est très inclusive dans sa politique de nouvelle route de la soie. Les nations européennes ont été invitées, les États-Unis ont été invités, et au lieu de ça, on a vu une politique où les États-Unis ont choisi plutôt la confrontation. Ils ont choisi plutôt une politique militaire visant une invasion de la mer de Chine méridionale, donc la South China Sea. Si on revient à la conférence, on a vu qu'un des panélistes, qui est en fait le professeur qui a donné le discours final, expliquait que la nouvelle route de la soie est en fait une idée qui nous ramène, une idée qui nous vient du fameux penseur chinois Confucius. C'est-à-dire que si vous voulez vous-même bénéficier de quelque chose, il faut vous assurer que les autres personnes qui vous entourent pourront aussi en bénéficier. Et que c'est justement cette conception-là qui constitue un développement harmonique entre les différentes nations du monde. Ça nous rappelle aussi, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire européenne, le fameux traité de Westphalie de 1648, où on parlait de cette conception du bénéfice de l'autre, où, afin d'arrêter la guerre de religion, on a dû arriver à la conclusion que tout développement d'une nation doit se faire aussi en pensant
en favorisant le développement des autres, qui est un peu un concept paradoxal pour aujourd'hui, mais c'est le type de principe, c'est le seul type de principe qui peut fonctionner aujourd'hui. Il faut revenir à cette base confucéenne et cette base qu'on pourrait appeler cette base westphalienne de la politique pour le bénéfice de l'autre. Donc c'est vraiment l'idée principale, cette idée qui doit vraiment faire le tour du monde, hein. Cette idée d'inclusion, cette idée de politique, de coopération gagnant-gagnant, cette approche basée sur les innovations, c'est ça qui peut nous amener dans un nouveau paradigme et c'est évidemment une politique tout à fait contraire à ce qui se passe aux États-Unis et partout où on a des gens qui pensent en termes d'un monde unipolaire et qui pensent en termes de géopolitique. Malheureusement, disait Mme Elgazep-Larouche, beaucoup d'Européens, spécialement les Allemands qui étaient présents, avaient une perspective environnementaliste de l'économie, qui est en fait une politique britannique qui nous ramène plus récemment aux différentes publications du certain Hans-Joachim Schellnhuber, qui est en fait un des conseillers principaux dans le secteur énergétique du gouvernement Merkel en Allemagne et qui lui a publié en 2011 un document sur la grande transformation de l'économie mondiale demandant la décarbonisation de l'économie mondiale. Ce qui peut sembler une bonne idée pour beaucoup, mais Schellnhuber aussi s'attaque à l'énergie nucléaire. Donc évidemment, sans énergie nucléaire, on ne pourra pas soutenir 6 milliards d'individus, ni 7, ni 8, ni 9. Et de toute manière, ça ne dérange pas Schellnhuber, parce que lui-même dit qu'il faudrait en fait réduire la population mondiale à 1 milliard de personnes. Donc, si vous voulez une politique impérialiste, la voilà, Schellnhuber, et la politique environnementaliste générale qui vise la dépopulation et l'interdiction des technologies nécessaires, des technologies qui possèdent une densité de flux énergétique nécessaire pour augmenter la production et ainsi maintenir et en fait augmenter plutôt la population mondiale et en améliorant les conditions de vie de celle-ci. Donc évidemment, si vous voulez aller vers des énergies des énergies dont la densité de flux est de plus en plus moindre, comme l'énergie solaire ou l'énergie éolienne, et ce sans nucléaire, bien c'est évidemment une politique terrible. Cependant, ça ne veut pas dire que l'Allemagne ne peut pas être recrutée à la politique chinoise de la nouvelle route de la soie. Cela veut simplement dire que le leadership allemand ou le leadership européen en général a vraiment de très très gros problèmes en termes de conception économique et de conception de en fait ce que représente l'espèce humaine. Donc d'un autre point de vue aussi, c'est important de discuter en fait quel est l'intérêt pour la Chine des activités du mouvement Larouche. Donc il faut le rappeler, Madame Zepp Larouche avec son mari Lyndon Larouche ont passé beaucoup de temps en Chine dans les années 90 et on a eu beaucoup de personnes du monde académique, du monde politique, économique, etc., qui ont étudié les théories d'économie physique de M. Larouche. Ils ont aussi étudié les penseurs comme Gottfried Leibniz, Friedrich List en Allemagne, Henry C. Carey aux États-Unis. Et en fait, Friedrich List est un des économistes les plus connus aux États-Unis. Friedrich List qui était reconnu pour ses attaques à l'époque, on parle du 19e siècle, ses attaques contre la politique britannique de libre-échange, une politique qu'on tentait d'imposer aux États-Unis de l'époque. Et heureusement, les États-Unis ont choisi le développement industriel plutôt que le simple développement des ressources naturelles. Et en fait, ils ont choisi de ne pas demeurer une simple colonie, mais de devenir une vraie nation souveraine avec des pouvoirs de production qui évidemment surpassaient même l'Angleterre à l'époque.
Donc, beaucoup de ces académiciens, de ces professeurs ont reconnu en fait les similarités entre les similitudes entre les idées de M. Larouche et ce qu'on appelle le modèle économique chinois. Donc, quand on parle de Confucius, donc c'est un modèle chinois de développement qui est là depuis très très longtemps. Et déjà dans les années 90, notre organisation était là pour défendre la politique du pont terrestre eurasiatique, donc le concept de la route de la soie de ce moment-là. Et c'est cette politique-là qui a été déclarée la stratégie à long terme de la Chine jusqu'à tout récemment. Mais on a eu, la Chine a souffert beaucoup d'attaques financières de la part de spéculateurs comme George Soros, qui est reconnu comme étant le golem de l'Empire britannique. Et donc la Chine, entre autres, a dû faire volte-face, a dû donc attendre le calme après la tempête. Mais en 2013, elle a relancé son intention de bâtir cette nouvelle route de la soie, une route qui est aussi une route maritime. Donc cela a été annoncé par Xi Jinping en 2013. Donc cette initiative-là est maintenant la politique la plus dynamique sur la planète. On a plus de 70 pays qui se sont joints déjà à différents projets de développement, des projets d'infrastructure, des projets de coopération dans les hautes technologies. Et donc on pense que d'ici la fin de l'année, plus de 100 nations coopéreront déjà avec ce nouveau modèle économique qui ne représente pas simplement des infrastructures, donc des routes et des chemins de fer, etc., ou la recherche et du développement, ou des technologies de haute pointe, mais aussi on parle d'un nouveau système bancaire parallèle avec des institutions comme la Asia Infrastructure Investment Bank, donc la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, la nouvelle banque de développement des BRICS, des nations de BRICS, et le Fonds de la route de la soie et le Fonds de la route maritime, de la route de la soie maritime. Donc ces institutions-là maintenant financent plusieurs centaines de projets d'infrastructures à l'échelle mondiale. Et on ne parle pas simplement d'institutions qui fonctionnent quelque peu différemment, mais ces institutions-là se tiennent très loin de l'activité qu'on va surnommer l'activité casino qu'on retrouve aux États-Unis ou en Europe, et se dirigent vers le financement des infrastructures, vers le financement des actions, des activités industrielles en général. Et en fait, c'est le concept de développement économique qui était privilégié après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un modèle qui a disparu du monde transatlantique, surtout après la destruction, la révocation de la loi Glass-Steagall en 1999. Donc la Chine représente en fait un bateau de survie pour les gens du système transatlantique, et ces gens-là doivent s'y joindre le plus vite possible. Donc nous avons ce monde parallèle mené par la Chine, cette nouvelle route de la soie. Donc l'Europe peut s'y joindre, les États-Unis peuvent s'y joindre, sinon leur économie va évidemment imploser, et on peut s'attendre à encore plus de chaos qu'on voit maintenant. Et c'est important aussi de souligner cette question de la Chine, pas simplement que la Chine est soudainement devenue meilleure que tout le monde, et c'est pas vraiment ça. Mais on parle par exemple d'une relation entre la Chine et l'Europe, une relation qui date de plusieurs centaines d'années. Récemment, et pour souligner cela, récemment, dans la ville d'Hanovre en Allemagne, on a souligné le 300e anniversaire du décès du penseur allemand Gottfried Leibniz, et plusieurs académiciens chinois ont participé à l'événement et ont noté en fait les ressemblances entre la conception de Leibniz, qu'on pourrait appeler sa conception de la politique étrangère, et aussi la conception du confucianisme par rapport aux relations étrangères. Donc tout ça nous amène justement, on voit vraiment que
ce qu'on tente de créer, ce que le mouvement Larouche veut créer, c'est cette espèce de collaboration universelle. Et c'est une collaboration qui ne date pas d'hier. C'est une collaboration qui a toujours existé. C'est une collaboration qui doit renaître, et c'est le seul type de collaboration qui peut fonctionner. Si vous commencez à faire une collaboration avec d'autres nations visant la destruction d'une autre nation, vous allez échouer. Mais vous devez toujours penser aux bénéfices de l'autre. Et c'est ce que Leibniz a amené en Europe, et c'est ce que Confucius a amené en Chine. Donc, quand on parle du G20, il faut d'abord comprendre le G20, on parle d'un dialogue entre des nations très très puissantes, et on se pose la question, est-ce que le G20 peut créer les conditions pour en fait sortir tout le reste du monde de cette crise immense dans laquelle nous nous trouvons? Madame Zepp-Larouche dit, écoutez, je ne sais pas si le G20 peut faire ça, mais comme je le disais, le G20 représente des nations très puissantes. Il y a aussi, malheureusement, il y a beaucoup de nations qui sont petites, qui, elles, se disent, évidemment, à l'encontre des politiques du G20 en général. Donc, il y a beaucoup de désagréments, beaucoup de désaccords entre les nations du monde. Cependant, Mme Larouche est claire, ce que la Chine est en train de faire maintenant, c'est vraiment la Chine qui a les meilleures intentions visant à amener le reste du monde dans un nouveau paradigme. Nous sommes vraiment sur le point de l'effondrement à l'échelle mondiale, un effondrement civil, économique, social. On ne peut pas dire si le G20 sera le meilleur système qui pourra nous sortir de cette crise-là, mais évidemment, avec le parrainage de la Chine, on peut s'attendre à finalement de bonnes discussions et aussi permettre aux gens de l'Europe et des États-Unis, entre autres, de reconnaître que leur système financier est en banqueroute, qu'il faut ramener le Glass-Steagall, cette division bancaire, et aussi ramener en fait la politique des 4 lois telles que définies par M. Larouche. Et c'est là il faut vraiment bâtir le courage. C'est là il faut inspirer les gens. Donc, quand on parle des 4 lois, on parle, comme on le disait, premièrement, de l'implémentation de la loi Glass-Steagall, la création d'un système de crédit pour le développement physique des nations, basé sur la tradition de Alexander Hamilton, qui était le premier secrétaire au Trésor des États-Unis. Ensuite, aller vers une politique de développement scientifique dans une coopération au niveau de l'espace et une colonisation de l'espace, ni plus ni moins. Et quatrième point, la création d'un système de crédit international visant à faciliter le développement des grands projets définis par la route de la soie. On le sait aujourd'hui, la population a perdu, ne fait plus confiance aux élites qui la représentent dans ce système globalisé. Et donc, il faut être capable d'inspirer les gens à continuer à se battre et non pas à mettre tous leurs espoirs chez une personne, Trump, Clinton, peu importe. Ces gens-là ne vont rien changer à moins qu'on crée une pression énorme sur les institutions politiques des différentes nations du monde. Donc il ne s'agit pas ici de voter pour le bon cheval de course. Il s'agit de s'impliquer directement en politique, de s'impliquer avec les plus grandes idées, des idées universelles, comme le représentent Confucius et Gottfried Leibniz, et ainsi que la politique actuelle de développement économique de la Chine. Donc, tout le monde doit vraiment être actif à ce niveau-là. Sans ça, il n'y aura aucune solution valable. Donc, voilà pour aujourd'hui. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce qui a été dit par Mme Zepp-Larouche et aussi pour avoir une meilleure compréhension de la situation mondiale, je vous invite à consulter le site larouchepac.com pour ceux qui parlent en anglais. Donc le site larouchepac.com. Vous avez aussi le site français francophone
du parti politique Solidarité et Progrès, mené par Jacques Cheminade. Donc, solidarité et progrès.org. Donc, je l'appelle SOLIDARITE ETPROGRES.org. Donc, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.